BFM Business, le club du droit, présenté par Fabrice Lundy. Bonjour à tous, vous avez votre carte de membre Platinum nécessairement, oui, chaque semaine sur BFM Business. On vous aide à y voir plus clair dans ce brouillard juridique. Les lois, elles sont touffues, elles sont nombreuses, autant bien les connaître, alors bienvenue dans le club du droit. Et l'acte de la semaine, dans 2 minutes, gros plan sur les successions internationales. Ça vous rappelle une histoire? Oui, bien sûr, dans l'actualité. Vos questions également, comme chaque semaine, le club du droit @bfmbusiness.fr avec nos amis notaires qui vont vous répondre, bien entendu. On va faire le plein d'infos pratiques, le plein d'infos juridiques. Et on va démarrer, comme chaque semaine, avec Erwan Maurice. Ça s'est passé cette semaine avec les news. Bonjour Erwan. Bonjour Fabrice. Avec l'immobilier toujours à la une, ça nous passionne, ça vous passionne tous. Oui. Dans quelle ville les prix ont-ils le plus augmenté en 20 ans? Les notaires d'Île-de-France, ils ont mené l'enquête. Tout à fait. Une étude menée sur l'immobilier ancien en France. On enlève Paris. On va regarder la France en dehors de Paris. On parle beaucoup de Paris par ailleurs. Ça donne le tournis, Fabrice. Bordeaux arrive en tête. On vous en a parlé toute l'année 2017 de Bordeaux. Les prix qui explosent. Regardez, 248% en 20 ans. Juste derrière. Ça veut dire que les prix ont plus que triplé en 20 ans. Voilà. C'est ça. Pareil à Lyon, plus de 203%. On a triplé. Toulouse, on a triplé aussi. 198%. Et puis derrière, on a des villes comme Brest, plus 92%, Dijon, 88%, ou Orléans, plus 86%. Voilà donc les plus fortes hausses en 20 ans selon les notaires d'Île-de-France. Tiens, toujours dans l'immobilier, est-ce qu'on va pouvoir emprunter sur une durée supérieure à 30 ans? Oui, Fabrice, c'est possible. Grâce au Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine, c'est en réalité une filiale du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel Arkea. Arkea, emprunté sur 35 ans. C'est une première depuis 10 ans. Ça n'avait pas été fait par les banques depuis 10 ans, à un taux de 2,5%. Alors, à qui ça s'adresse? Aux primo-accédants d'abord, ceux qui peuvent effectivement emprunter sur une très longue durée, et puis aux personnes aussi qui ont une résidence principale et qui vont vouloir acquérir une résidence secondaire et qui vont aussi pouvoir emprunter sur ces contrats qu'on appelle contrats très long cours. C'est un succès parce que 3 prêts immobiliers sur 10 se font sur plus de 25 ans aujourd'hui. C'était 1,5 sur 10 en 2014. Donc on voit qu'effectivement, on cherche à emprunter sur des durées de plus en plus longues. Plus de 25 ans, 30 ans, voire 35 ans. On va terminer avec un arrêté qui prévoit que les émoluments des notaires n'augmenteront pas ces prochaines années. Alors, c'est peut-être bien de réexpliquer un peu ce que c'est que ces émoluments. Les frais de notaire, clairement. Les frais de notaire, les frais de notaire, Fabrice, c'est un abus de langage, parce qu'on a l'impression que tout va dans la poche du notaire. Bien sûr que non, on l'a expliqué combien de fois ici. Ce sont essentiellement des taxes qui reviennent à l'État à 80%, 10% seulement vont dans la poche du notaire, et puis 10% encore, enfin, servent au règlement des frais, les documents, les déplacements, pour aller chercher par exemple les héritiers dans un dossier de transmission. Eh bien, un arrêté fige les tarifs réglementés des notaires jusqu'en 2020. Donc si vous voulez vendre, faire une donation ou une succession, eh bien les frais normalement resteront inchangés jusqu'à cette date de 2020. Merci, c'était très clair comme d'habitude. Erwan Maurice, les news de la semaine. Tout de suite, l'acte de la semaine sur BFM Business. BFM Business, le club du droit, l'acte de la semaine. L'acte de la semaine avec Nathalie Cousigou-Suas. Elle est notaire dans le 5e arrondissement de Paris. Bonjour maître. Bonjour, bonjour à tous. Qui vient nous voir régulièrement. C'est un sujet brûlant qui fait l'objet de chroniques quotidiennes sur les chaînes info, de plateaux, des heures entières de programmes. Un feuilleton dont la France s'est emparée depuis plus d'un mois. Les successions internationales. Bon, on va aller au-delà quand même du psychodrame de Johnny Hallyday, Nathalie Cousigou-Suas. Qu'est-ce que c'est une succession internationale? J'aime bien toujours qu'on définisse de quoi on va parler. Alors, une succession internationale, c'est dès lors que le défunt, c'est-à-dire la personne qui est décédée, était soit domiciliée en France, soit avait des biens à l'étranger. Exact. On dit en fait, pour paraître savant, qu'il y a un élément d'extranéité. Voilà, alors quel que soit l'élément, ça peut être la résidence, ça peut être... Ou la situation du bien. Tout à fait. Maintenant, la question qui se pose, quelle loi sera applicable à cette succession? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, eh bien, elle est assujettie au règlement européen. C'est un règlement du 4 juillet 2012 qui est entré en application en France pour les successions ouvertes, Fabrice, à partir du 17 août 2015. Ça signifie que, clairement, quelqu'un qui est décédé après le 17 août 2015, il est soumis à ce règlement européen sur les successions, qui est notre droit positif.
Hein. Le droit du moment. Le droit du moment. Et qu'est-ce que dit ce droit positif? C'est que la loi qui régit la succession, alors attention, c'est pas fiscal, Fabrice. Hein. Non, la loi qui va répartir les biens selon la qualité des héritiers, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Donc on parle de résidence habituelle. La résidence habituelle du défunt qui s'applique en principe à l'ensemble des biens. Un règlement européen qui concerne la quasi-totalité des pays européens, sauf l'Irlande, le Royaume-Uni et le Danemark. On ne va pas rentrer dans le détail. Je prends un exemple. Une personne qui va décéder alors qu'elle réside en Belgique et qu'elle laisse des biens en France, en Belgique et en Espagne. C'est donc la loi belge qui va déterminer qui sont les héritiers et le montant finalement des droits de chacun à la succession. Et ces héritiers vont se répartir les biens dans les proportions déterminées par quoi? Par la loi belge, qui se trouve en France, là, vous avez tout en à Belgique fait compris. Et en Espagne. C'est ça donc. C'est exactement, c'est ça. Mais on parle bien de répartition des biens et de gestion de la succession. Il ne s'agit pas des droits de succession à payer au Trésor public. Alors, d'accord. Ça, c'est un règlement qui est applicable dans toute l'Union européenne, sauf les pays 3 pays que vous avez indiqués. Irlande, Danemark, Royaume-Uni. Pour ceux qui sont originaires d'autres pays, par exemple la Russie, le Maroc, le Sénégal, l'Argentine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qu'est-ce qui se passe alors? Alors on considère qu'en fait, ce règlement européen, il a une portée universelle. C'est-à-dire que même si c'est une personne de nationalité russe ou qui vient de Papouasie, dont le dernier domicile était la France, ça sera la loi française qui s'appliquera. Oui, mais les lois, il a une vocation universelle. Mais les lois n'ont pas toujours tout prévu. Il y a des conventions binationales qui peuvent également... Alors, ces conventions, elles sont sur le plan fiscal. Hein. Là, on parle de civil, en fait. Hein. C'est bien de le Sauf, rappeler. attention, parfois, comme toutes les lois ne sont pas mondiales, il peut y avoir des renvois, c'est-à-dire que par exemple, si une personne décède dans un État étranger, c'est-à-dire qu'on considère que son dernier domicile, sa résidence habituelle, c'était l'État étranger, il faut regarder les propres règles de renvoi et de conflit de ce pays pour savoir si effectivement c'est pas une autre loi auquel renvoie ces règles de renvoi. Ça peut paraître un peu complexe, mais c'est vrai que les règles du droit international privé sont relativement complexes. La notion de résidence habituelle du défunt. Alors, je ne veux pas revenir sur l'affaire Johnny Hallyday, bien entendu, parce que je ne veux absolument pas en parler, évidemment, aujourd'hui, mais quels sont les critères qui sont appréciés, justement? Alors, ça dépend, je vais vous dire, des pays anglo-saxons et de nos pays continentaux. Pour nous, en France, et pour le règlement européen, c'est la résidence habituelle. C'est là, en fait, où il habitait, où il payait ses impôts, où ses enfants allaient à l'école. En droit anglo-saxon, par exemple, c'est plus une notion de domicile. Par exemple, en droit anglo-saxon, aux États-Unis, vous avez la notion de domicile qui suit une personne quasiment toute sa vie. C'est domicile de naissance et domicile de choix. Donc, c'est deux notions distinctes selon que l'on est dans les pays anglo-saxons ou dans des pays de droit continental. Là, dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus sur la longueur, à l'échelle d'une vie quelque part, tandis que chez nous, ça peut être du coup par coup. Hein. Je vais vivre 2 ans à Zurich, voilà. 2 ans à Copenhague, 2 ans à je ne sais pas où, Reykjavik. Voilà. Exactement. Et le règlement, en fait, sur les successions, il prévoit quelque chose d'intéressant. Pour reprendre un exemple, imaginez, Fabrice, qu'on ait un ressortissant de nationalité française qui aille vivre en Allemagne. Oui. Eh bien, il peut très bien faire œuvre de professio juris. Alors là, c'est encore un terme latin qui dit que, voilà, moi, Français, je ne souhaite pas que ça soit la loi allemande qui sera la loi de mon dernier domicile qui s'applique au règlement de ma succession, mais la loi française avec laquelle je suis plus familier. Ça veut dire ce que vous nous dites, Nathalie Cousy-Goussuat, ça veut dire si je souhaite une autre loi applicable à ma succession, je peux désigner une autre loi, c'est ça? Oui, sauf que le choix est quand même restreint, puisque ça sera la loi de la nationalité de la personne. Parce que c'est vrai que dans nos vies, on bouge souvent et le lieu de la dernière résidence, il peut être incertain. C'est la raison pour laquelle on peut choisir à l'avance. On revient toujours sur la notion d'anticiper. Hein, exactement, anticiper, exactement. Alors, en cas de plurinationalité, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, vous pouvez choisir la loi de l'une de vos nationalités. Alors, là, on a parlé donc du principe, de la loi applicable à la succession. Est-ce que c'était qu'une succession internationale? Quelle est la validité d'un testament dans une succession internationale? Un testament, il est
valable, s'il est conforme à la loi de l'État où il a été rédigé, c'est ça le principe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, il y a une convention internationale qui est la convention de la Haye et qui dispose à l'article 1 que le testament, il est valable. En fait, on essaye de lui donner beaucoup de validité à ce testament. Ouais. C'est-à-dire qu'il est valable s'il est conforme aux lois internes du lieu où il a été rédigé, de la nationalité, du lieu où la personne avait des biens. En fait, on essaye de lui donner une validité vraiment très large. Donc, effectivement, une personne française qui teste, parce qu'on faire un testament, c'est tester. Qui teste aux États-Unis selon les formes américaines, eh ben, il sera valable en France. Il a été fait selon les règles formelles en vigueur aux États-Unis parce que c'était la loi du lieu où la personne a testé. Oui, parce que certains testaments légalement rédigés à l'étranger, qui ne sont pas forcément valables, a priori reconnus en France, ou interdits, Bien sûr. Un testament dit conjonctif, c'est un testament fait par deux personnes qui se lèguent réciproquement des biens. Ça n'existe pas en France. Est interdit. Mais à partir du moment où il est fait ailleurs, il sera reconnu en France. Tout à fait, exactement, parce qu'il sera, le support sera conforme en fait à la loi du lieu de rédaction de ce testament. Il nous reste avec vous 2-3 minutes, puis on fera rentrer Yves Clément pour le jeu des questions-réponses avec nos auditeurs, nos téléspectateurs. La grosse question aussi, la fiscalité, puisque vous avez bien précisé tout à l'heure, on parlait de succession, du civil. Là, on va parler des impôts. Ça fait mal un petit peu. C'est quoi la fiscalité d'une succession internationale? C'est quoi le principe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, normalement, alors c'est l'article 750 ter du Code général des impôts qui dit qu'en fait, en France... Vous connaissez aussi le CGI, alors que vous avez le Code civil en permanence avec vous. Le notaire, il est censé connaître tout ça. Et c'est ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'il dit, ce CGI l'article 750 ter du Code général des impôts dispose qu'en fait, normalement en France, on est taxé sur l'intégralité de son patrimoine, même celui qui est à l'international, dans 3 circonstances qui sont quand même très larges. Domicile du défunt en France, enfin résidence habituelle, biens situés en France, même à l'étranger, dès lors qu'il y a des biens en France, ou alors les héritiers ou les légataires sont restés 6 ans en France pendant les 10 dernières années. Donc vous voyez, c'est très large. Oui. Donc en fait, a priori, c'est une vocation, la France a vocation à taxer l'intégralité très bien faire, ça. Du patrimoine. Si la personne était domiciliée à l'étranger, les héritiers ont 12 mois pour déposer une déclaration de succession auprès de l'administration fiscale. Si en revanche, au lieu de 6. Au lieu de 6, Fabrice, parce qu'effectivement, si le défunt est décédé en France, on n'a que 6 mois. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a aussi l'article 784 du Code général des impôts qui indique que l'impôt payé en France, eh bien, on va pouvoir déduire ce qu'on a payé à l'étranger. Sauf que parfois, c'est le cas aux États-Unis, on ne sera pas imposable aux États-Unis. Donc, on ne pourra rien déduire. Et donc, il y a des biens qui ne seront pas imposés dans l'État où ils sont situés, mais qui pourront être imposés en France, alors qu'ils ne sont pas situés en France. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le site de Légifrance, Fabrice, parce que la France a quand même ratifié des conventions internationales pour éviter les doubles impositions. Et à contrario, certains biens peuvent être taxés dans plusieurs pays. Voilà. Exactement. Double peine, triple peine. Voilà, c'était très clair encore une fois. Les successions internationales, l'acte de la semaine au cœur du Club du droit, donc cette semaine avec Nathalie Couzigou-Suas, notaire dans le 5e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Passez-moi le notaire. Yves Clément va nous rejoindre. BFM Business, le Club du droit, passez-moi le notaire. Oui, venu de la Somme, régulièrement pour vous répondre à toutes vos questions que vous nous avez laissées sur le club du droit @bfmbusiness.fr. Voici Yves Clément. Bonjour maître. Bonjour Fabrice. Notaire à Albert dans le département de la Somme. Allez, beaucoup de questions toujours et je remercie tous ceux et celles qui nous en laissent chaque semaine. Marie-Pierre qui nous écrit à Voiron, on est dans l'Isère bien sûr, dans le nord de l'Isère, les terres froides, qui nous dit « Mon mari est décédé, nous nous sommes mariés en 93 sans contrat de mariage. Puis-je vendre librement le logement dont il avait hérité ?» Bon, alors, je suppose, enfin, il n'y a pas de précision, que c'est le logement dans lequel elle vit encore. On ne sait pas s'il y a d'autres héritiers. Bon, Yves Clément, on est en plein dans la notion de la protection légale du conjoint survivant. C'est quoi le principe? C'est quoi les règles? Les règles, tout simplement, d'un conjoint, c'est de savoir déjà dans quel régime il est marié. Là, on suppose que c'est la communauté de biens réduits aux acquis, puisqu'il n'avait pas fait de contrat de mariage. Ça veut dire que tout est commun depuis le mariage, on le rappelle, et tout ce qu'il pouvait avoir par héritage ou donation reste propre, notamment ce bien hérité. Alors, 2 questions vont se poser. Est-ce qu'il y a des enfants? On n'a pas la réponse, mais s'il y a des enfants, elle va partager avec les enfants ses droits de conjoint survivant depuis une loi qui maintenant
commence à remonter, le conjoint était un peu plus protégé, sinon on faisait ce qu'on appelle une donation au dernier vivant ou un testament pour protéger un petit peu plus les droits du conjoint, puisqu'ils sont variables, s'il y a des enfants d'un premier lit ou pas, etc. En l'occurrence, si la personne qui pose la question, voilà, j'ai zappé son prénom, excusez-moi, avait pas fait de testament ou de donation entre époux, il faudra être vigilant, car ce bien peut-être pourrait, en vertu d'un droit de retour des frères et sœurs, repartir pour partie dans le patrimoine des frères et sœurs de son défunt mari, en vertu de l'article 757-3 du Code civil, qui permet un retour légal. Alors ce retour, c'est-à-dire que la moitié de cet appartement repartirait vers les frères et sœurs du défunt et l'autre moitié appartiendrait à son épouse. À défaut, s'il y a des enfants... Elle y resterait dedans, de toute façon, ou pas? Elle pourra y rester dedans, il faudra partager, il faudra effectivement œuvrer avec cela, mais à travers une donation au dernier vivant ou à travers un testament, on peut contrer cela. Et l'époux aurait pu effectivement préciser que ce bien restera, à condition que ce bien reste dans le patrimoine en nature, c'est-à-dire qu'il est toujours là, ce qui est mentionné a priori le cas, et donc ceci pourrait jouer s'il n'y a pas d'enfants. S'il y a des enfants, bien sûr, vont jouer les règles d'évolution classiques entre époux et enfants directs. Eh bien, le parent va, s'il n'y a pas eu de précédents enfants d'une autre union, il va pouvoir bénéficier de l'usufruit complet de cet appartement. Peut-être également, s'il y a quelque chose de prévu, ou d'une partie en propriété. Voilà, c'est en fonction de ce qui aura été signé, soit dans une donation dernier vivant, c'est souvent le cas d'ailleurs des époux, ou par testament, il faudra voir les droits. Alors ces droits sont protégés pour le conjoint, mais en l'occurrence pour vendre, pour répondre à la question, elle ne pourra pas le faire, sauf si vraiment il n'y a pas de frères et sœurs, ou si on s'est opposé à ce retour, à ce droit de retour légal, car il n'est pas d'ordre public, et à quel cas le survivant pourrait vendre seul. C'est le seul cas où il pourrait vendre seul. Ce qu'il faut rappeler, vous l'avez abordé, à défaut de choix, les époux sont soumis au régime de communauté réduite aux acquets, c'est ça, justement. C'est cela. Ça, c'est un peu le principe, c'est le droit commun. Alors, c'est des termes un peu techniques, mais réduite aux acquets, réduite aux acquisitions qui sont faites à compter du jour du mariage, tout simplement. Il leur permet de recevoir chacun la moitié des biens acquis pendant le mariage, et chaque époux conserve la propriété des biens propres, soit ceux détenus avant le mariage, soit ceux qui ont été donnés ou par hérités. donation ou succession. Voilà. Tout à fait. Ça. Bon, de toute façon, un contrat de mariage, il n'est pas obligatoire, et on peut changer de régime matrimonial, bien entendu. 2 ans après le mariage, ou après un changement. Tout juste. On va prendre une autre question dans ce club du droit. Mehdi, à Saint-Pierre-des-Corps, c'est dans la banlieue de Tours, c'est dans l'Indre-et-Loire, bien sûr, qui nous dit « Je suis locataire d'un logement dans le parc privé. Et depuis 3 ans, mon père, âgé de 70 ans, vit avec moi. Mon bailleur souhaite résilier le bail. En a-t-il le droit ?» Bon, alors là, ça pose la question de la protection des personnes âgées. Personnes âgées à partir de quel âge 65 ans. 65 depuis un nouveau texte qui a un peu rajeuni les choses et permet une plus grande protection. La loi d'un jeune homme à l'époque, qui est toujours jeune homme, Macron, en 2015, voilà. qui a renforcé la protection. Bon, c'est quoi la procédure? Alors justement, qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis de ce bailleur? On doit lui dire, j'ai mon père qui a plus de 70 ans. Plusieurs questions se posent. Est-ce que le locataire a informé le bailleur de la présence de son père qui a aujourd'hui 70 ans? L'âge de cette personne âgée se situe au moment de la levée que peut faire le bailleur pour résilier le contrat de bail. Il faut être vigilant sur ces dates-là. Veut-il le faire pour le vendre? Veut-il le faire pour l'occuper lui-même ou un parent? Tout ça, ce sont des questions qui pourraient se poser. Visiblement, le congé n'a pas encore été donné. Est-ce que le locataire a informé le bailleur de la présence de son père de 70 ans? Alors, qu'est-ce que ça empêche ou qu'est-ce que ça n'empêche pas le fait qu'il y a un monsieur de plus de 70 ans? Eh bien, lorsque vous avez une personne à charge ou lorsque vous êtes vous-même le locataire en tant que personne âgée, vous avez une protection pour pas qu'on puisse vous mettre à la porte comme ça et donner congé. Alors, les règles sont un peu strictes. Ils sont déjà par rapport à l'âge, mais ils sont également cumulatifs par rapport à des moyens. Ah, bien sûr. Des moyens en fonction de vos moyens. Et en l'occurrence, on va supposer que peut-être l'information a été donnée, sinon c'est plus compliqué. On va essayer de voir si on rentre dans les créneaux financiers annuels de ce couple, père et fils, pour savoir s'il rentre dans ces critères. Et vient encore atténuer, donc
Aujourd'hui, sur la région parisienne, si on devait, région parisienne, c'est autour de 45 000 euros, je crois, les chiffres annuels. À moins de 45 000 euros, finalement, le propriétaire n'a pas trop de droits vis-à-vis de son logement. Au-dessus de 45 000, c'est plus facile pour lui. En province, c'est autour de 32 000. Mais vient se contrer une autre petite élément qui pourrait donner une faveur au bailleur, car si lui-même est âgé, il a également, là, on pourrait contrer les éléments de cette réduction. Donc, le bailleur peut s'opposer ou pas au renouvellement du bail, quelque part ? Il peut, alors, il peut pas s'opposer au renouvellement du bail, il peut éventuellement résilier le bail pour le vendre, pour l'occuper lui-même, ou un parent, ou quelqu'un qui est pacsé avec lui, enfin, à condition qu'on règle dans ces règles très strictes aujourd'hui. Et si le propriétaire veut vendre le logement, il le peut, ou alors il devra le vendre avec les personnes âgées à l'intérieur ? Et donc, la valeur du bien, nécessairement, il a ces deux possibilités. Il doit offrir au locataire la possibilité d'acheter, qui aura un délai à ce moment-là, s'il veut lui résilier pour le vendre libre. Sinon, bien sûr, il pourra le vendre occupé, là aussi avec certains critères en fonction de l'âge de la personne qui est dedans. Bon, on se renseigne chez le notaire, évidemment, à chaque fois. Dernière question, donc, le club du droit @bfmbusiness.fr. Patrick et Anthony, dans les Hauts-de-Seine, qui nous demandent, peut-on modifier l'avant-contrat entre sa signature et la fin du délai de rétractation ? Bon, là, je suppose qu'on parle de l'acte de vente. Juste, Yves Clément, vous nous rappelez ce qui doit figurer dans cet avant-contrat ? Dans l'avant-contrat, c'est ce qu'on appelle un compromis de vente, quand c'est sous seing privé, très souvent fait par une agence ou par un notaire ou quelques juristes, ou une promesse de vente authentique, ce qui est souvent la tendance aujourd'hui dans le notariat. On y greffe bien sûr les prémices de la vente, c'est-à-dire tous les éléments, le bien à vendre, les éléments, si c'est un appartement, tout ce qui joue autour du règlement de copropriété, les assemblées générales, le pré-état daté, tout ça, ce sont les termites, les diagnostics qui doivent être joints à cet avant-contrat, ce qu'on appelle l'avant-contrat, et notifiés soit par lettre commandée, dématérialisée ou pas. Alors il y a un délai de réflexion, un délai de rétractation, donc. Alors, de 10 jours. De 10 jours, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut changer ? Alors, tout dépend de ce qu'on veut changer. Et si on veut changer quelque chose, il va falloir être d'accord avec l'autre partie. C'est un contrat, n'oublions pas, c'est contractuel. On ne peut pas écrire dans son coin, bien sûr. On ne peut pas écrire dans son coin. Alors si c'est une erreur administrative, on va dire, c'est pas très grave, on fera un avenant à cela. Si c'est plus substantiel par rapport à l'enjeu, parce qu'on a oublié un garage, ou qu'on veut négocier le prix, ou qu'on veut négocier autre chose, il faut bien sûr l'accord de l'autre partie, vendeur ou acquéreur. À défaut, on peut donner une piste à notre poseur de questions, c'est que il pourrait résilier dans son délai de 10 jours, faire jouer son droit puisque personne ne lui demande une justification. Il peut donc résilier, dire je ne veux plus acheter, et tout en disant eh bien je veux qu'on se remette autour d'une table et rediscuter. Voilà. Il pourrait envoyer une lettre commandée en disant je résilie, mais je me rétracte, mais je veux quand même acheter ce bien si on trouve. Maintenant, l'amiable est quand même plus favorable. Modification mineure, c'est possible. Rectification majeure, évidemment, nécessite l'accord de tous. Un autre avant-contrat, c'est ce que Absolument. Vous dites. Bon, très bien, voilà, très clair également. Voilà, 2 stars aujourd'hui, 2 champions du monde, voilà, après Nathalie, Yves Clément, je remercie, qui est notaire à Albert dans la Somme. Le saviez-vous ? BFM Business, le club du droit. Le saviez-vous ? Alors, vous le savez, chaque semaine, rendez-vous avec les notaires qui investissent les 1001 facettes de notre société. Tiens, l'autre semaine, le 8 mars, le Conseil supérieur du notariat organisait cette conférence autour des femmes du droit, droit des femmes, reportage commenté par Erwan Maurice. Elles s'étaient toutes donné rendez-vous. Notaires, mais aussi avocates, juristes ou magistrates sont venus plaider pour plus d'égalité dans cette conférence placée sous le haut patronage d'une autre femme, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et les temps ont changé, comme l'expliquait Gwénola Jolicoz, présidente du tribunal de grande instance de Pontoise. Il y a 70 ans, la justice était rendue en France par 100% d'hommes. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, la justice française est rendue par 65% de femmes. Évolution radicale de la profession de magistrat donc, même si seuls 25% des femmes atteignent des postes à haute responsabilité, comme président de tribunaux ou procureur de la République. Pour ce qui est des notaires, on se rapproche de la parité en nombre, 43% sont des femmes, mais il reste de nombreux combats à mener. Maître Marie-Pierre Perret, notaire à Dijon.
on rencontre, si problème il y a, à peu près tous les mêmes problèmes, mais qu'en revanche, on a toutes les mêmes idées et peut-être même les bonnes idées pour faire avancer cette féminisation qui, rappelons-le, n'est pas une paupérisation et n'est pas non plus quelque chose qui va entraver l'exercice de nos professions respectives. Cap, désormais, vers la parité et l'égalité. Une résolution formelle a même été inscrite en ce sens dans le plan managérial d'avril 2017. Elle vise à libérer les ambitions et les projets ou favoriser un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Voilà, rendez-vous dans quelques jours pour un autre numéro du Club du Droit. On évoquera le divorce et le partage du logement. Restez avec nous évidemment sur BFM Business. Très très bonne semaine.